Bonjour à tous, je suis Guillaume Barré, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voici ma photo. Je vais vous présenter mon travail de postdoc, mais également des données d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, des thésards, des postdocs, etc. Mais je vous dirai au fur et à mesure à qui appartiennent telle et telle donnée. Donc là, je vais vous parler surtout de l'H2S, de sa génération, sa migration et son accumulation, donc toujours dans le nord-ouest des Pyrénées, bassin aquitain et les chaînons bernais. Donc voilà la carte géole simplifiée, on va dire, de la région. Donc avec, on commence à tous savoir à peu près tout ça là, mais avec le bassin aquitain au nord qui overtrust la zone nord-pyrénéenne, séparée entre le chevauchement frontal nord-pyrénéen et tout au sud de la zone axiale. Donc sachant que la zone nord-pyrénéenne, c'est là où il y a eu le maximum d'influence du rifting. Pourquoi on s'intéresse à cette zone? C'est parce qu'il y a beaucoup de champs gaziers et pétroliers à cet endroit-là, et notamment des champs qui contiennent beaucoup d'H2S, donc comme à Lac entre 15 et 20%, 6% à Meillon-Saint-Fos, 16% à Cassoura, etc. Donc c'est des très très grosses quantités, concentration d'H2S, mais également on y retrouve des indices de circulation de fluides hydrothermaux, avec des brèches, des évidences de surpression, etc. Donc la grosse question, c'est d'où viennent ces fluides hydrothermaux. Donc c'est ce à quoi on va essayer de répondre en ce moment. Donc juste dans un premier temps, pour vous montrer un peu la représentativité des données que je vais vous montrer, donc on a des échantillons dans les chaînons bernais, issus de puits dans le bassin aquitain, donc on est représentatif vraiment sur la zone. Au total, ça fait un échantillonnage de 17 affleurements. Il y a eu un rééchantillonnage de 7 différents puits via des carottes ou directement sur le puits, par exemple, comme un lac. Mais il y a eu aussi de nombreux autres petits affleurements pour des analyses de gaz in situ. Et j'ai aussi réalisé une compilation des données géochimiques à partir de rapports Total, Welf à l'époque. Donc petit spoil, l'H2S dans la région ici est généré par la thermoréduction des sulfates. Donc la thermoréduction des sulfates, qu'est-ce que c'est? C'est la réduction donc, des sulfates, donc ici SO4 en H2S via l'intermédiaire d'un agent réducteur qui est très souvent les hydrocarbures. Donc la TSR, c'est quand même une réaction qui est connue depuis très longtemps, mais qui est très complexe. Donc il y a différentes réactions possibles. Je vous en ai mis un autre exemple ici où ça fait intervenir d'autres espèces de valence du soufre, etc. On peut utiliser différents hydrocarbures. Donc c'est une réaction très complexe mais qui est connue depuis longtemps, et donc on sait dans la région ici que l'H2S présent a été généré par la thermoréduction des sulfates. Donc les indices de la TSR qu'on peut retrouver dans la région, donc dans un premier temps là pendant le master et la thèse de Nicolas Lefebvre, on a réalisé des analyses de gaz in situ à l'aide de cet instrument, le GA5000, et ça nous a permis de mettre en évidence des concentrations d'H2S à l'intérieur des roches directement. C'est vraiment l'analyse des gaz dans les roches. On a observé des concentrations d'H2S plutôt importantes dans certaines roches, avec des concentrations au-delà de 200 ppm volumiques à l'intérieur des roches. Mais ces concentrations ne sont pas n'importe où. Elles se trouvent principalement dans la porosité des carbonates jurassiques et également dans des veines de calcite post-turgoniennes. Donc ça nous permet tout ça de mettre un petit timing relatif de la génération de l'H2S, donc qui est forcément prêt à Saint-Rift, et sa migration, elle, est quant à elle Saint à post-Rift. Donc on a déjà une première idée du timing de l'H2S. Une autre évidence d'H2S, et on en a retrouvé dans des inclusions fluides, dans le bassin aquitain et dans les chaînons bernais. Ici un petit exemple rapide avec la spectroscopie Raman à l'intérieur d'inclusions fluides issues du forage de thèse. Donc on voit ici le pic ici correspond à de l'H2S dissous dans l'eau, mais il y a aussi de l'H2S gazeux forcément dans l'inclusion fluide. Donc là on voit une très grosse concentration d'H2S, et on y retrouve également du soufre élémentaire, ce qui est encore un indice d'une très forte concentration en soufre à l'intérieur de ces inclusions fluides.
Donc on retrouve de l'H2S pas uniquement à Thèse, mais aussi à Diplac. Pendant la thèse d'Alexis Elias Banane, il a retrouvé ici à Diplac, donc à lac profond, de l'H2S dans différentes inclusions fluides. Il y en a aussi ici à Camous et dans les Arbailles, donc prolongement à l'ouest des chaînons Montbernais, à Lordios dans les chaînons Bernais, et aussi Roland Salardon avait mis en évidence quelques inclusions fluides avec de l'H2S dans les chaînons Bernais également. Donc ce qu'on peut dire avec ça, c'est qu'on retrouve de l'H2S à différentes températures, à différentes salinités, donc il n'y a pas un seul contexte, une seule condition précise qui permet d'avoir de l'H2S, mais par contre, avec les fortes salinités qu'on observe dans les chaînons, on peut avoir tendance à dire que l'H2S est plutôt généré in situ dans les chaînons Bernais, tandis que dans le bassin aquitain, donc ici à Diplac et puis à Thèse, notamment, on a, en fait, ce sont des veines de calcite tardives, sans doute liées à la compression, mais ça on en parlera plus tard. Et donc, ici on a une évidence d'H2S, de migration d'H2S, tandis que dans les chaînons, c'est plutôt de l'H2S in situ. Un autre indice de TSR, on peut le retrouver sur la signature isotopique des carbonates. Donc en regardant encore cette équation de la TSR, on voit qu'en fait on produit de l'H2S mais également du CO2. Ce CO2 est formé à partir de l'oxydation de la matière organique. Donc le carbone du CO2 vient de la matière organique et présente une signature isotopique en delta-13C très négative. Donc ici, dans les carbonates en général, dans les Pyrénées un peu partout, on observe cet effet de diagénèse ici, très, très courant. Mais on voit aussi ces petites reines avec une décroissance, une déplétion, on va dire, de la signature en delta 13C. Et ici, on a une signature très 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 négative. On a 40 pour 1000 d'écart, 30 à 40 pour 1000 d'écart, ce qui est quand même assez énorme. Il y a un saut d'échelle ici. Et donc en fait, ici ça montre exactement là où a lieu la TSR, et donc c'est à la limite Trias-Jurassique. Mais on retrouve cette influence de TSR dans des veines de calcite, de dolomie, qui recoupent à peu près tout Jurassique et tout Crétacé quasiment. Donc jusqu'au barémien ici. Donc ça, c'est des indices d'influence de la TSR à l'intérieur des carbonates directement. Je vous parlais maintenant un petit peu de Diplac, donc de lac profond. Donc ça, c'est la thèse d'Alexis Elias Banane, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il a réalisé un travail très très intéressant sur la diagénèse notamment de lac. Donc ici, vous avez la structure globale de lac il y a quand même un gros dôme de sel sous lac, et il y a des concentrations, je vous rappelle, de 15 à 20% dans le réservoir. Mais lui, il a regardé notamment aussi les inclusions fluides, et il s'avère, il a refait un modèle diagénétique où il a pu retracer cette évolution de la température en fonction du temps, donc qui est très intéressant, et il a placé les inclusions fluides qu'il a observées, et toutes ces inclusions fluides contenaient de l'H2S. Donc en fait, on a deux chargements d'H2S à l'intérieur de Diplac, donc un premier chargement au niveau du rifting ici, et un second au niveau de la compression ici. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on a d'abord le rifting qui permet de générer les huiles et le gaz et l'H2S qui est chargé. On a une accumulation, et lors de la compression, ça va entraîner une migration de ces fluides, et notamment de l'H2S à nouveau. Et une chose qui est très très intéressante, c'est qu'Alexis n'a observé absolument aucune évidence de TSR in situ dans le lac. Donc ça veut dire que l'H2S qui a été généré ailleurs et ensuite a migré à l'intérieur de lac. Donc la question, c'est d'où vient cet H2S. Donc moi, pour ça, j'ai réalisé des études de multi-isotopie du soufre. Donc toujours pas que sur lac, mais sur différents puits, quelques puits dans le bassin aquitain, et des échantillons d'affleurement dans les chaînons bernais. La multi-isotopie du soufre, qu'est-ce que c'est ? C'est classiquement, quand on fait de l'isotopie du soufre, on analyse deux isotopes, le 32 et le 34. C'est des rapports isotopiques, on a le 34 sur le 32, c'est toujours ça, l'isotopie stable. Sauf qu'ici, la multi-isotopie du soufre, on va analyser les 4 isotopes, le 32, le 33, le 34 et le 36.
Et ça permet de mieux comprendre la source, l'origine de notre source, mais également d'avoir une idée sur le processus qui est impliqué. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà globalement les résultats que j'ai obtenus, donc sur différentes phases. Je vais vous en discuter après. Donc c'est juste un diagramme delta 34S sur 33, donc c'est toujours un rapport sur le 32, donc on a l'image de 3 isotopes ici, au lieu de 2. Donc c'est très intéressant. Donc juste pour vous faire un petit peu l'interprétation, j'ai analysé des sulfates, déjà dans un premier temps, pour avoir la signature des sulfates. On dit que c'est des sulfates triasiques, et il s'avère que en effet, ils ont la signature typique de sulfate triasique, donc ça, on s'y attendait. Il y a juste des petits effets de remobilisation, mais qui changent des évaporites qui ne changent pas grand-chose. Globalement, on a la signature des évaporites triasiques ici, donc ça, c'est parfait. Et ensuite, j'ai analysé, donc là, il y a principalement des pyrites issus des chaînons bernées, et la multisotopie du soufre. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle permet de déterminer si 2 phases sont à l'équilibre isotopique ou pas. Donc par exemple ici, les sulfates et les sulfures, les pyrites en l'occurrence. Et si elles sont à l'équilibre isotopique, on peut déterminer une température de fractionnement, et en fait ce qui correspond à la température de précipitation ici des pyrites. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Il s'avère que tous ces échantillons ici sont à l'équilibre isotopique avec les sulfates, et en fait est présente des températures allant de 150 à près de 500 degrés ici au Saharier, mais ça c'est pas étonnant au Saharier. Mais vraiment ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un nouveau géothermomètre qui est très robuste, qui permet de déterminer la température de précipitation des sulfures, donc ça c'est quand même très intéressant. Pour des détails, j'ai un papier qui est en review, qui devrait sortir d'ici quelques mois, je l'espère, qui détaille tout ça, si ça vous intéresse. Il y a d'autres pyrites qui, elles, ne sont pas à l'équilibre isotopique aussi dans la région. Elles sont expliquées par des effets cinétiques ou des mélanges. Bon, ça, je vais passer là-dessus, ça apporte pas grand-chose à notre histoire ici. Mais par contre, ce qui est très intéressant, ce sont les signatures des pyrites et de l'H2S qui ici présent. Donc là, il y a des échantillons du gaz de lac, directement le gaz qui a été rééchantillonné, donc ça c'est la signature de l'H2S actuelle, et ici vous avez notamment l'H2S qui est présente dans les inclusions fluides, comme les inclusions fluides des veines de calcite ici, ça c'est les veines de calcite du gisement de Thèse, et aussi l'H2S présent dans la porosité des roches jurassiques, comme je vous ai montré au début avec le gaz in situ, cet H2S qu'on a mis en évidence dans les roches. Je l'ai analysé et il s'avère que tout cela a les mêmes signatures isotopiques que les évaporites. Donc ça signifie que on a une TSR qui a été complète. On a réduit entièrement tous les sulfates en H2S. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire quand on a tout réduit en fait. Donc pour mieux vous développer l'importance de ça, je vais vous montrer ça sur la carte. Donc là je vous ai reporté les températures que j'ai observées dans les chaînons bernais, donc bon, c'est assez logique en fait, c'est des températures liées au rifting en fait, tout simplement. Et ici, là, les étoiles représentent les endroits où de la TSR complète, donc là où on a réduit tous les sulfures en sulfate, a été observé. Donc vous voyez, on en a au niveau des chaînons bernais, donc encore une fois, c'est assez logique, c'est la zone du rifting, la zone la plus chaude liée à l'exhumation montélique. Mais par contre, on a aussi de la TSR complète à l'intérieur du bassin, notamment ici à Arzac. Et pour comprendre ça, ah oui, je me suis oublié, en observant les signatures isotopiques faites dans le passé sur les différents gisements, on observe qu'on a des signatures isotopiques similaires dans les autres gisements, les autres champs gaziers, notamment Million Symphos, etc. Ils ont tous des signatures isotopiques cohérentes avec de la TSR complète. Donc ça veut dire qu'on a un processus global. Donc là, ici, c'est une carte de Maxime Ducou avec ses isochrones. Ça permet de mettre en évidence la structure profonde du bassin, ici du bassin d'Arzac. Donc là, vous avez le dôme de lac et vous voyez que tout autour, on a des zones plus profondes.
Et quand on regarde les signatures isotopiques, bizarrement, les signatures isotopiques donc de l'H2S montrent de la TSR complète dans les zones proches de ces zones profondes, donc à lac, à thèse. Et tout simplement, en fait, ça montre qu'on a atteint des températures suffisamment importantes pour réaliser la TSR, mais surtout, on a eu suffisamment de temps, parce que la TSR, c'est un processus sémitique qui demande du temps. Et donc, ça veut dire qu'on a un fluide qui est resté présent, qui a permis de réduire l'ensemble des sulfates en H2S. Donc, il y a eu un temps de résidence assez important. On a eu comme une espèce de cocotte minute qui a permis de réduire tous ces sulfates en H2S. Et après, sans doute lors de la compression, on a eu des migrations de ces fluides, ici à lac et à thèse, mais très certainement un peu dans d'autres endroits. Et sans doute au niveau ici des gisements autour de la ride de Grand Rieux. Et ça, en fait, on peut le mettre en évidence par d'autres analyses isotopiques sur les gaz pétroliers, les gaz hydrocarbonés directement, ici le C2 et le C3. Donc ça, c'est une espèce de traîne qu'on peut mettre c'est une idée originale de Magali Pujol qui a montré que lorsqu'on a un traîne comme cela, plus on va dans cette direction, plus on a un effet de TSR qui est important. Et lorsqu'on regarde donc là où on a un effet de TSR important comme ici, et qu'on regarde la structure avec la localisation des puits associés, on voit qu'en fait les puits avec un effet de TSR très important sont forcément proches de ces zones plus profondes qui contiennent, comme vous pouvez voir ici, quasiment quasiment plus de sulfate. Donc en fait, tous les sulfates ont été, une partie forcément bourrée structurellement, mais une bonne partie a été consommée, réduite en H2S et a ensuite migré dans les réservoirs, tandis que les gisements, les puits où on ne retrouve pas vraiment une très faible influence de la TSR, on voit ce sont les puits ici qui sont isolés structurellement par rapport à ces zones plus profondes où la TSR a pu avoir lieu. Donc on a un lien direct avec de la TSR avec la structurelle. Donc au final, on va produire de l'H2S et cet H2S va soit forcément, il y a une partie qui va s'échapper lorsque ça va migrer, mais il y en a une autre qui va rester stockée dans les gisements gaziers, mais pas que. Et ça, je vais vous montrer ici. Dans les chaînons bernays, par exemple, on a, comme je vous ai dit, dans la porosité de la roche, on a de l'H2S. Et en fait, cet H2S va pouvoir resservir, et notamment la formation de karst à acide sulfurique. Donc là, je vais vous parler de ça. Donc ça, c'est le travail de postdoc de Dimitri Laurent, où il a étudié notamment en particulier un karst, une caverne, une grotte en gros, le Nébélé, ici dans les Arbailles, donc à l'ouest de la continuité, à l'ouest des chaînons bernays. Donc c'est 24 km de galerie dans le Dogger, dans le Jurassique, et c'est des galeries qui ont été développées au Plio quaternaire, donc relativement tardivement par rapport à notre histoire précédente. Et en fait, cette grotte présente des caractéristiques typiques de SAS, donc de spéléogénèse à acide sulfurique. Et ces caractéristiques, il y a des morphologies très caractéristiques comme ces encoches, mais aussi des précipitations de sulfate, comme du gypse, de la thénardite, qui est le sulfate de sodium, la mirabilite, ici très impressionnante, très beaux cristaux, qui est aussi un sulfate de sodium. Et en fait, ces sulfates se forment par oxydation de l'H2S en acide sulfurique. Donc c'est cet acide sulfurique qui va creuser, qui va dissoudre la roche et creuser le karst. Et après, cet acide sulfurique, en réagissant, donc en dissolvant la calcite par exemple, il va précipiter sous forme de gypse et dégager un peu de CO2. Donc c'est comme ça qu'on forme ces cavités. Et l'idée, c'était de savoir d'où venait exactement cet acide sulfurique. Donc là, ici, j'ai fait de la multisotopie, encore une fois. Et là, vous avez les données du gypse et de la mirabilite de la cave du Nébélé. Et j'ai aussi analysé, en fait, il s'avère que l'encaissant contient de l'H2S dans la porosité, et cet H2S, je l'ai analysé. Et comme tout à l'heure,
cet H2S présente la même signature isotopique que le Trias évaporitique. Donc c'est le signe d'une TSR complète. Et en fait, c'est l'H2S issu de la TSR qui a été généré précédemment lors du rifting, etc., qui a été stocké dans la roche jurassique. Et après, lors de la formation du karst, il y avait aussi de l'H2S généré par des bactéries. Et en fait, la signature isotopique du gypse présent dans la cavité correspond au mélange entre cet H2S abiotique issu de la TSR et de l'H2S bactérien. Donc là, ce pôle bactérien, c'est issu d'une source d'eau sulfureuse proche du Nébélé. Et donc c'est la première fois qui est mis en évidence le rôle d'H2S abiotique dans la formation notamment de karst acide sulfurique. Donc c'est une étude très très intéressante. En conclusion, je vais faire ça rapidement. Donc en timing relatif, parce que forcément on n'a pas vraiment de timing absolu ici. Dans un premier temps, il nous faut déjà commencer à dissoudre et à faire migrer de l'anhydride. Donc ça peut se produire un peu tout au long de l'histoire quand même. Ensuite, avec l'enfouissement, on va commencer déjà à générer des hydrocarbures. Ils vont commencer déjà un petit peu à migrer. Ils vont migrer et réagir après avec les sulfates dissous. Et là, on va pouvoir commencer à faire de la TSR, à réduire les sulfates avec les hydrocarbures en H2S. Cet H2S va être produit et va s'accumuler et probablement est bloqué par les marnes de Sainte-Suzanne, qui est quand même la plus grosse couverture présente dans la région. Donc en fait, on va accumuler tout ça sous les marnes. Les marnes, au bout d'un moment, forcément, ça va faire une surpression, et très probablement, lors de la compression, on va commencer à fracturer ces marnes, et on va pouvoir faire migrer les hydrocarbures, les sulfates aussi, sans doute les évaporites, mais également l'H2S. Là, j'ai oublié de représenter l'H2S, mais naturellement l'H2S migre également après le rifting. Et enfin, au plio quaternaire, lors de l'uplift, cette uplift va permettre à de l'eau météorique de s'infiltrer dans les roches et va permettre d'initier le SAS, la spéléogénèse à acide sulfurique, qui a formé les karsts à acide sulfurique et observé par Dimitri Laurent. Voilà. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de séminaire.